let's get into it. Est-ce qu'on peut juste faire un shout-out pour mon make-up que j'adore. Voilà, c'est tout pour moi. On va commencer la vidéo. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis hyper ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Et avant de commencer le sujet véritablement de cette vidéo, on est 1000 sur cette chaîne. Yay, c'est trop bien, j'adore, c'est génial. Je suis trop contente, je voulais juste vous remercier du coup infiniment. Je l'ai fait sur Insta, mais comme c'est la première vidéo que je publie depuis le passage aux 1000 abonnés, eh bien je tenais à vous remercier de vive voix. Voilà, merci infiniment pour votre soutien, votre présence au quotidien. C'est juste incroyable cette aventure que vous me faites vivre, que vous nous faites vivre en fait, puisque je serais clairement pas là sans vous en fait. J'espère du coup que cette aventure durera aussi longtemps que possible et qu'on pourra faire un bon bout de chemin ensemble. C'est vraiment quelque chose que j'adore et voilà, je me suis vraiment rendu compte que vous parler en caméra de ma pratique et de tout un tas de choses liées à la spiritualité, c'était clairement la chose que j'adorais le plus actuellement dans ma vie, donc voilà, je suis trop contente, merci. Du coup, on va commencer tout de suite le sujet de cette vidéo et vous l'avez probablement vu au niveau du titre, la voilà, enfin, la fameuse vidéo, celle que je vous tease depuis des mois, la vidéo introduction sur la voyance. Enfin! Je vous avais donc parlé sur Instagram de cette petite série de vidéos que je souhaitais faire sur les différentes méthodes de voyance, de divination. Et avant de commencer directement dans le vif du sujet, je voulais vous faire une petite introduction. Et c'est donc le premier épisode de cette série dans ma boule de cristal, nom que nous avons trouvé ensemble sur Instagram. D'ailleurs, si tu ne me suis toujours pas sur Instagram, je t'invite à le faire juste là, par là, voilà. Donc on va commencer tout de suite. Je vous ai concocté du coup 2-3 informations pour l'introduction de cette vidéo, de cette série sur la divination. Je vais donc vous parler de l'étymologie du mot divination, du mot voyance, d'où est-ce que ça vient, et je vais vous parler un petit peu de l'histoire de la voyance dans le monde, comment elle était utilisée, comment est-ce qu'elle était vue des autres, etc. Et je vais vous parler également des grands voyants de ce monde qui ont un petit peu marqué l'histoire. Voilà. Au niveau des sources, j'ai presque exclusivement utilisé ce petit livre Voyance Code que je vous présente presque tout le temps. Alors il est difficilement trouvable, j'essaye de trouver à chaque fois des liens mais j'arrive pas à le trouver encore disponible en fait. Donc écoutez, je vais essayer de trouver une autre alternative, peut-être qu'il existe d'autres livres sur le même principe, sinon vous avez toujours mes vidéos, voilà. Et sinon après c'est des sites internet, notamment Wikipédia, tout sera de toute façon répertorié en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Du coup j'ai mes petites fiches, donc si vous me voyez lire en bas c'est parce que je n'ai pas une mémoire d'éléphant, voilà. Donc on va commencer tout de suite par l'étymologie du mot divination. Donc le mot divination vient du latin divinare qui signifie accomplir des choses divines, voilà. C'est une pratique occulte et métaphysique visant à découvrir ce qui est inconnu, donc c'est-à-dire l'avenir, le caché, le passé, les trésors, les maladies invisibles, les secrets, les mystères, etc. Et cela par des moyens non rationnels. Depuis Posidonios, qui était donc un philosophe stoïcien grec, et Cicéron, qui était un homme d'état romain qui est assez connu normalement, je crois qu'on l'apprend à l'école. C'était également un avocat et un écrivain. Depuis donc ces deux hommes-là qui ont fait des écrits sur la divination, on distingue deux formes de divination. Enfin là ça fait 4, mais on distingue deux formes de divination. Vous avez d'un côté la voyance et vous avez d'un côté la mantique. On va d'abord du coup se consacrer sur la voyance. Donc au niveau de la différenciation, la voyance elle est naturelle, intuitive et spontanée. Le terme viendrait du latin videre qui proviendrait lui-même du sanskrit Veda qui signifierait à la fois voir et savoir. Donc la racine sanskrite elle met en évidence le fait que ce soit l'esprit qui voit réellement en fait, il sait et il connaît.
Donc le terme voyance qui a une fonction en fait visuelle, hein, littéralement en fait c'est une fonction visuelle, elle aurait donc aussi du coup une origine ésotérique en fait. C'est donc la capacité d'aller au-delà de l'œil et du coup de la fonction visuelle, mais également du toucher par l'intermédiaire donc de ce qu'ils appellent une fonction occulte secrète et enfouie dans un ailleurs intérieur que l'on peut appeler âme, conscience spirituelle ou troisième œil. Dans la plupart des traditions religieuses, mystiques, ésotériques, etc., les savants, les sages en fait du village étaient considérés comme des voyants ou alors comme des prophètes. D'ailleurs le mot prophète signifierait celui qui annonce les événements avant qu'ils ne se produisent. En Inde par exemple, les savants étaient nommés, alors je m'excuse d'abord si j'écorche le nom, Mahavashi, voilà, qui signifierait donc grand voyant. La mantique du coup d'un autre côté, elle est ce qu'on appelle inductive, c'est-à-dire tout ce qui va être de l'ordre de la logique en fait, elle va être analytique. Et dans la Grèce antique, la mantique désignait ce qui était en fait de l'art général de la divination. Maintenant que je vous ai parlé de l'étymologie des deux mots, donc voyance et divination, on va faire une petite rétrospective de l'histoire de la voyance. On va commencer par parler de la Chine, puisqu'on n'en parle pas très souvent quand il s'agit de divination et de voyance, et pourtant c'était quelque chose qui était assez courant et qui aurait de très anciennes origines. Donc il y avait un livre divinatoire en Chine qui s'appelait le Guizhang, j'espère que je l'ai bien prononcé, qui était donc le livre divinatoire d'après la tradition du Yin. Enfin de deux Yin, des Yin, voilà. Puisque les Yin c'était donc une dynastie Shang qui selon l'histographie chinoise est la deuxième dynastie royale à avoir dominé la Chine des environs de 1570 à 1045 avant Jésus-Christ. Donc on est quand même sur une bonne période. Alors à cette époque-là, la civilisation chinoise utilisait de nombreuses méthodes de divination, comme par exemple l'aquiléomancie, qui est donc à l'origine du Yijing, voilà. Et l'aquiléomancie, c'est une technique divinatoire qui consiste en la manipulation des baguettes faites de tiges d'aquilée millefeuille. Voilà, tout simplement. En gros, la technique même de cette divination reposait sur l'analyse des figures que créaient du coup ces baguettes. Voilà, en gros. Comme un jeu de Mikado, en gros. Le Yijing, prononcé en général normalement Yiting, mais moi je suis une vraie brêle en prononciation chinoise, c'est un manuel chinois dont le titre peut se traduire par classique des changements ou traité canonique des mutations ou encore livre des transformations. Rien que ça. C'est donc un système binaire qui peut être utilisé pour faire des divinations. On va faire un petit saut dans le temps et notamment géographiquement, puisqu'on va parler de la période de l'Antiquité et notamment de toute cette période perse, babylonienne, égyptienne. Il faut savoir que pour ces peuples-là, la divination était uniquement pratiquée par des prêtres. C'était réservé aux prêtres. C'était ce qu'ils appelaient en fait la haute science et elle était secrète et surtout anonyme, c'est-à-dire qu'en fait on ne savait pas qui pratiquait cette haute science. À l'époque on utilisait beaucoup d'astrologie, l'astrologie c'est vieux comme le monde et c'était considéré comme la science savante parmi toutes en fait. Et à l'époque, on avait en fait une sorte d'amalgame, c'est pas du tout la même astrologie que l'on a aujourd'hui. On avait une sorte d'amalgame entre l'astronomie et les mathématiques en fait. On va du coup maintenant passer chez les Grecs et bien la divination chez les Grecs. Alors, chez les Grecs, la divination c'était quelque chose d'assez commun et ça avait surtout un rapport en fait avec les divinités, avec donc les dieux et les déesses, puisque c'était eux qui amenaient leurs prédictions au peuple par le biais des augures. Donc les augures, ce sont en fait des prêtres qui sont capables et qui ont surtout le rôle d'interpréter les différents messages que peuvent donner les dieux, notamment par des phénomènes naturels. C'était donc considéré comme des présages, par exemple voilà, une pluie diluvienne ou je sais pas moi, une tornade ou quelque chose comme ça. Au niveau de la Grèce ancienne, Homère nous parle de 3 grands voyants.
On a donc Tirésias qui est le devin aveugle de Thèbes. On a également Calchas, j'espère que je le prononce bien, qui était donc le devin grec qui apparaissait dans les récits de la guerre de Troie et notamment dans l'Iliade. Et on a Cassandre qui pour moi est la plus connue des trois, enfin en tout cas personnellement, avant que je fasse ces recherches, je connaissais déjà le devin Cassandre, je sais pas si on peut utiliser le terme même au féminin. Donc elle est la fille de Priape et d'Écube. Elle reçoit donc son don de lire l'avenir comme Calchas de la part donc d'Apollon. Beaucoup d'ailleurs de devins de l'époque Grèce ancienne tirent leur pouvoir de divination d'Apollon. Sauf que selon la légende, elle aurait refusé les avances d'Apollon et donc il l'aurait maudite de manière à ce que aucune de ses prédictions ne soit prise au sérieux et ne soit écoutée par qui que ce soit, même par sa famille. On a une figure majeure de la divination aussi qui s'appelait par exemple les Pythie. On a notamment la Pythie de Delphes. Donc une Pythie c'est une oracle qui en fait règne dans un temple, voilà. Dans un temple évidemment d'Apollon puisqu'ils tireraient leur pouvoir de divination d'Apollon. Et ici la Pythie Delphes c'est donc une oracle du temple d'Apollon à Delphes, voilà. Et en général, la Pythie joue un rôle considérable dans la vie politique et religieuse. Toujours dans la Grèce antique, mais aussi également en Étrurie, il y avait des savants astrologues philosophes qui cohabitaient avec ce qu'ils appelaient des incultes, alors daphéphages ou coprophages, voilà, dont en fait les prédictions reposaient sur des transes hallucinatoires qui était donc créé par l'absorption de différentes feuilles ou alors de défections humaines. Bon appétit bien sûr. Avec Varron qui était donc un écrivain romain, on distingue la divination selon les 4 éléments. On a donc du coup la géomancie pour la terre, l'hydromancie pour l'eau, l'aéromancie pardon pour l'air et la pyromancie pour le feu. Donc c'était de la divination par les éléments. Toujours dans l'Antiquité, on avait des personnes qui utilisaient une certaine technique. Donc ces personnes s'appelaient les aruspies, ce sont donc les pratiquants de l'aruspirine, qui sont des personnes qui prétendent lire l'avenir dans le comportement ou dans l'entraille des animaux. Bon appétit toujours. Alors il faut savoir que ça peut paraître très barbare, mais c'était une pratique qui était très courante dans l'Antiquité, notamment pour juger le crime de certaines personnes. Évidemment avec le christianisme arrive l'interdiction de la divination, voilà. C'est donc l'empereur Constance qui était donc romain et qui en 341 condamne à la peine capitale les devins. Voilà, rien que ça. Toujours en joie et en bonne humeur. Vers 1135, Hugues de Saint-Victor distingue 5 types de magie, dont 2 divinations. Donc Hugues de Saint-Victor était un philosophe théologien, voilà, du Moyen-Âge en Allemagne. Et donc il distingue 2 divinations, c'est-à-dire la mantique d'un côté, avec tout ce qui est nécromancie, géomancie, hydromancie, aéromancie, pyromancie, et les mathématiques avec la ruspicine, les augures, les horoscopes. Puis à nouveau on a le pape Sixte V qui en 1586 condamne l'astrologie judiciaire, la géomancie, l'hydromancie, la pyromancie, l'onomancie qui est donc la divination par les noms, la chiromancie et la nécromancie. Puis le temps passe et la divination continue à se faire en fait, mais évidemment en cachette. Puis il y a évidemment quand même malgré tout des méthodes de divination qui perdurent, notamment le tarot. On part du principe que la méthode donc de divination par le tarot aurait commencé à arriver seulement à la fin du XVIIIe siècle, voilà. Mais il faut savoir qu'à l'époque, avant même l'apparition des cartes de tarot, on tirait l'avenir avec des cartes classiques, vous savez qu'on trouve dans le commerce, des cartes de jeu, carreau, trèfle, cœur, etc. D'ailleurs, Alliance Magique a fait, je crois que c'est Alliance Magique, a fait un livre, je vous le mettrai juste là ainsi qu'en barre d'infos, un livre en fait pour vous apprendre justement à tirer les cartes avec des cartes de jeu classiques. Et puis ensuite, vous le savez, il y a eu toute cette période dans les années 1900, très New Age, où voilà, c'était très à la mode, puis ça s'est à nouveau perdu, et puis nous revoici
plus de 100 ans plus tard, à en parler. Je vais du coup maintenant vous parler des très grands, enfin des plus connus voyants de l'histoire. Donc dans les grands voyants de l'histoire, outre les 3 grands devins grecs que je vous ai cités, on a par exemple un qui est arrivé bien plus tard, qui s'appelle Cosimo Ruggini, si j'arrive à le prononcer correctement, enfin si j'arrive à me relire surtout, qui s'appelait aussi, enfin qui se faisait aussi appeler Côme. Il aurait eu vu Catherine de Médicis monter sur le trône avant tout le monde, alors que rien ne faisait penser qu'elle y monterait un jour, puisque elle était l'épouse d'Henri II, qui n'était que le cadet en fait du roi régnant. On lui annonce, enfin Côme lui annonce aussi également que Saint-Germain verra sa mort. Donc elle décide de quitter le Louvre puisqu'elle pensait que, enfin elle trouvait que c'était trop proche de la ville de Saint-Germain, et elle décide du coup de s'installer plus loin. Un jour, enfin tout au long de sa vie, elle évite tous les lieux qui s'appellent Saint-Germain, toutes les personnes qui s'appellent Saint-Germain, et un jour, elle commence en fait à se sentir un peu malade, et elle demande au chapelain, à son chapelain, eh bien de lui rendre visite. Un chapelain, c'est un prêtre qui s'occupe d'une chapelle en gros. Sauf que au dernier moment, il ne peut pas venir, et il se fait donc remplacer par un jeune prêtre qu'elle ne connaît pas et qui s'appelle donc Saint-Germain. À ce moment-là, elle comprend donc que son heure est venue, et elle demande donc du coup l'extrême onction. On a également Johannes Kepler, qui était donc un astronome allemand et qui aurait vu venir l'invasion turque. Toujours dans l'entourage de Catherine de Médicis, qui était une femme qui était très attirée par l'ésotérique, on a Nostradamus. Nostradamus est connu de tous. Donc son vrai nom est Michel de Notre-Dame, il a simplement joué avec son nom de manière latine. Il aurait du coup prédit la mort d'Henri II. Voilà, il s'est donc fait transpercer par une lance, enfin il s'est fait transpercer l'œil par une lance lors d'un combat, vous savez, pas de joute mais de cavalier, là je sais pas comment on appelle ça. Et c'est donc comme ça. Et on a donc le fameux Raspoutine. Alors le personnage de Raspoutine est un personnage que j'aime beaucoup, qui m'intrigue énormément parce qu'il touche à la famille royale de Russie. Il faut savoir que c'est une de mes grandes passions dans la vie. J'adore tout ce qui touche à la royauté, et les tsars me fascinent énormément. Donc j'ai regardé énormément de documentaires sur notamment les derniers tsars de Russie, avec du coup eh bien, la famille d'Anastasia Romanov. Et autour évidemment de cet entourage, il y avait donc Raspoutine. Donc de son vrai nom Grigori Yefimovitch Novik, je vais y arriver. Donc c'était un paysan, il est né dans une famille de paysans en 1869 en Sibérie occidentale. Alors il faut savoir que Raspoutine en fait a été très connu parce qu'il est entré au service donc de la famille Romanov. Le petit dernier de la famille, Alexis Romanov, était très malade. Alors après plusieurs années, je crois qu'ils ont découvert qu'il avait une maladie du sang type hémophilie ou quelque chose comme ça, qui faisait que évidemment quand il se blessait, eh bien il saignait énormément, et que à l'époque encore plus c'était très dangereux, parce que si ce n'était pas pris en charge, on pouvait clairement se vider de son sang. Et quand on est un petit enfant, on court de partout, même en étant un prince royal, on court de partout, on s'écorche, etc. Il arrive aussi quand on est hémophile par exemple de faire très facilement des hémorragies interne, on a l'impression qu'on a un bleu, et en fait non, c'est bien pire que ça. Et donc il est entré au service de la famille royale, et il s'est occupé donc de ce petit Alexis, et la reine était folle de lui, puisque il était le seul qui était capable de soigner Alexis. Et en fait, en étant proche de la famille du coup des Romanov, et notamment la tsarine, donc la femme du tsar, il aurait donc fait plusieurs prophéties. Il aurait notamment par exemple expliqué au tsar qu'il avait vu la fin de sa dynastie arriver. Il y aurait vu également la mort du tsar, et il aurait également vu en avance du coup sa mort. Et il est donc bien mort assassiné, et bien la famille Romanov est bien morte dans un massacre, entraînant avec elle toute la fin de sa dynastie. Après c'est comme pour tout, ce ne sont que des oui-dire, il est difficile du coup de savoir véritablement si il a vraiment fait ses prophétisations, ses prophéties.
Il est vraiment difficile de savoir du coup s'il a vraiment fait ses prophéties, etc. Mais en tout cas, Rasputin est un homme extrêmement connu pour ça, pour ses dons un peu spéciaux de voyance, d'ésotérisme, etc. Écoutez, cette vidéo est désormais terminée. Alors je n'ai fait que eh bien, survoler clairement la surface et l'histoire de la voyance. C'est un domaine qui est très long, il faut creuser, mais ça aurait pu durer clairement des heures. En tout cas, j'ai adoré faire ces recherches, c'était hyper intéressant et j'ai hâte du coup de commencer vraiment cette série à vous parler du coup des différentes méthodes de divination. Vous allez voir, il y en a qui sont vraiment très étranges. Donc voilà, j'espère en tout cas que ce petit amuse-bouche vous a plu. C'était voilà une petite introduction pour ne pas rentrer trop dans le vif du sujet et vraiment voilà pouvoir donner de bonnes bases à tout le monde. J'espère vraiment que ça vous a plu. Moi je vous dis du coup à bientôt dans une nouvelle vidéo. N'hésitez surtout pas à me suivre sur Instagram pour suivre un petit peu toutes mes aventures. Et merci encore 1000 fois pour eh bien, toutes ces personnes qui me suivent. J'espère que voilà l'aventure sera longue et géniale pour nous tous. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt et surtout prenez soin de vous. Ciao ciao.